Moi je m'appelle Emma. Salut, moi c'est David. Puis aujourd'hui, on va vous parler on va faire un dialogue critique sur le lien qu'on pense qu'il y a entre la cognition, le langage, puis l'apprentissage. On tient à vous avertir que la discussion est vraiment juste basée sur là où on est rendu dans notre perception de ce que c'est. C'est pas basé sur des articles scientifiques, c'est vraiment juste basé sur des conversations qu'on a eues au fil des semaines. Puis là où est-ce qu'on a réussi à se rendre avec ces conversations-là en plus du cours. En même temps, je veux aussi mentionner, on a un petit script, question d'organiser nos idées, mais on est vraiment ouvert à la possibilité qu'on ne va pas le suivre. On va discuter, on va essayer, dans un monde idéal, de débattre de sujets qu'on a un point de vue différent dessus, de trouver des conclusions. Et il y a certains sujets qu'on va aborder que malheureusement, il n'y aura peut-être pas des conclusions noires ou blanches. Avant de commencer, un concept qu'on a discuté en classe, c'était le processus d'acquisition des connaissances. Un processus qui fonctionne un peu sur différents niveaux, différents paliers. Je veux un peu l'expliquer. La représentation visuelle ici, on a un peu plus comme une espèce de un spring. Il n'y a pas de finalité, c'est quelque chose qui se construit toujours. Mais en haut, on voit qu'il y a une théorie. En bas, on voit qu'il y a des faits observables. Puis, il y a la déduction et l'induction sur chacun des côtés de ce cycle. Ce qui se passe, c'est que pour avoir une connaissance, pour générer notre connaissance, on a besoin d'avoir des faits observables, des faits qui sont ancrés dans le présent, dans le ici et le maintenant. Ces faits-là, on va induire avec un processus de créativité, un processus que même la science essaie de faire en induction pour créer des théories. Les théories, c'est pour tenter de prédire. Puis une théorie, pour que ça soit fonctionnel, on a besoin d'une théorie qui fonctionne partout et toujours. Cette théorie, par la suite, va nous apporter à faire nos déductions, créer des hypothèses auxquelles vont confirmer notre théorie. Puis on va continuer à tourner, dans le fond, au même niveau. On va tourner en rond. Si par contre, on se fait réfuter, et puis qu'on a besoin de modifier notre théorie parce qu'on a un scénario maintenant qui ne rentre plus dans notre théorie, ben là, on va développer une nouvelle connaissance, on va induire un nouveau, et on va développer une nouvelle théorie pour pouvoir continuer à fonctionner avec ce cadre-là. Puis là, on tient à mentionner que rendu une théorie qui fonctionne, c'est exactement le bon terme à utiliser. C'est fonctionnel. C'est pas quelque chose qui est parfait. C'est fonctionnel. Puis c'est tout ce qu'on a besoin en tant que humain, en tant qu'entité. Donc, maintenant qu'on a établi ce cadre-là, on va discuter un peu du langage. Je veux juste vouloir ajouter quelque chose dans les faits observables dont on a parlé, dont David a parlé. On parle du moment présent. Mais je me demande qu'est-ce que tu penses du moment présent. Est-ce que c'est aussi le passé? Parce que disons, si je regarde des vagues qui se déferlent sur la côte, oui. Si j'en vois seulement une, je vais peut-être pas avoir tendance à me créer une théorie tout de suite, à induire une théorie à partir de ça. C'est plutôt si j'en vois 5, 6 que je vais me dire, sûrement qu'il doit y avoir un pattern régulier qui fait en sorte que les vagues s'échouent sur la berge. Parce que s'il y en avait juste une, le ici et maintenant serait pas assez fort pour que je me crée une induction qui va me dire que c'est partout et toujours que oui, ça va se passer. Oui, c'est vrai. Tu as besoin de plusieurs faits pour pouvoir un peu les comparer entre eux. C'est là que l'induction, en fait, a beaucoup de comparaisons entre elles. Quand tu parles de ton train de vague, si jamais il y a une vague, puis il y en a un autre, 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 ben là, c'est rendu là que tu te dis, c'est pas un et un et un, c'est un plus un plus un qui vont faire en sorte que tu vas développer une régularité sur le fait que quand tu tiens sur le bord de l'eau, ben, il risque d'avoir des petites vagues qui vont venir frapper le bord. Puis c'est aussi beaucoup là-dessus que se base l'acquisition du langage chez les bébés. Donc, les faits observables du ici et maintenant, c'est vraiment quelque chose, le bébé, il va recevoir des stimuli de langage dès sa naissance. Puis, s'il entend un mot une fois, il ne va pas tout de suite pouvoir induire que ce mot-là veut dire quelque chose. C'est après l'avoir entendu plusieurs fois dans plusieurs contextes qu'il va réussir à comprendre
que ce mot-là a cette signification-là. Il va faire beaucoup quelque chose qu'on appelle les statistiques du langage, qui est, disons, qui entend une phrase au complet. Les bébés, puisqu'ils ne connaissent pas le langage, ils ne savent pas où sont les barrières entre les mots. Donc, s'il entend une phrase comme « c'est qui le beau bébé », il ne peut pas deviner que les mots de cette phrase-là sont « c'est qui le beau et bébé ». Mais c'est en entendant le mot « beau bébé » dans plusieurs contextes que le bébé va se dire « beau bébé », ça doit être un mot. S'il l'entend dans plusieurs contextes dans la journée, il va se dire « ah, ça doit être un mot ». Donc là, il s'est créé une théorie. Ouais. Il a passé par des faits observables, il entend beau bébé dans plusieurs contextes, dont dans la phrase « c'est qui le beau bébé », mais aussi dans d'autres phrases comme « ah, regardez mon beau bébé », des choses comme ça. Donc, son induction, ça va être que « beau bébé », c'est un mot, puis ça me représente moi. Ensuite, la théorie, c'est ça sa théorie du partout et toujours. Donc, ensuite, c'est aussi l'hypothèse qu'il a faite. Si l'hypothèse est confirmée, qu'à chaque fois qu'il entend beau bébé, c'est de lui qu'on parle, eh bien, il va pouvoir juste rester dans la spirale des faits observables, puis de la déduction, puis il va toujours être en train de répéter ce cycle-là. Mais si un jour, son père lui parle, puis dit « c'est qui le bébé ?», sa théorie ne fonctionne plus parce que il voit le mot bébé qui n'est pas avec le préfixe qu'il pensait qu'il y avait, qui est beau. Donc là, sa théorie est brisée. Il va falloir qu'il passe dans une nouvelle phase d'induction qui va être que les mots beau et bébé sont des mots séparés. Puis et que donc, partout et toujours, lui est un bébé, puis que beau est ajouté comme un terme d'affection, puis que bébé, c'est lui qui... C'est certain que c'est un niveau un peu plus... c'est un niveau un peu plus développé qu'il va pouvoir déterminer que beau, c'est un terme d'affection. C'est ça. Mais encore, si on veut aller avec un niveau un petit peu plus développé, quand on parle de comparer quand on apprend les noms des animaux, par exemple, le chien, c'est un mot que l'enfant va potentiellement apprendre. S'il l'apprend, il va l'associer avec un chien. Si par exemple il y a un chien à la maison, il va comprendre que le mot chien veut dire son chien. Puis en revanche, si jamais un jour les parents achètent un chat, il va dire « ah, on a un nouveau chien ». Peut-être pas aussi bien que ça, mais il va dire chien en pointant le chat. Puis, c'est pas le bon mot pour décrire ce qu'est un chat. Donc, les parents, ils vont détruire un peu la théorie initiale. Ils vont dire, ben non, c'est pas ça. Voici le mot qui décrit cet animal, c'est chat. Fait qu'à partir de là, l'enfant va essayer de comprendre la différence entre le chien et le chat. Puis, à force qu'on lui dise que non, un chat, c'est pas un chien. Un chat, c'est un chat. Puis, à force de le répéter, ben, il va venir quand se recréer une nouvelle théorie qu'il y a une différence entre le chien et une différence entre le chat. Les deux, ils ont chacun leur mot. Puis souvent, ils vont aussi faire le phénomène contraire qui est de penser que le seul chien, c'est leur chien. Les autres chiens, c'est pas des chiens. Le seul chien, c'est mon chien. Moi, c'est Jack, mon chien. Surtout si le chien a un nom, ça arrive que les enfants, ils connaîtront même pas le mot chien. Ils vont appeler tous les chiens, par exemple, on utilisait Jackie. Si jamais tous les chiens s'appellent Jackie, en fait, non, ils vont penser que tous les chiens s'appellent Jackie. Parce que leur chien s'appelle Jackie. Puis là, ils vont voir un malamute, ah, c'est Jackie. Ils vont voir un poodle, ah, c'est Jackie. Ouais. Puis ça va toujours rester. Donc, ouais, en fait, ça nous amène, on est en train un peu de développer, on a parlé du langage en tant que les mots. Puis là, on amène un peu plus imagé, un enfant on peut un peu se l'imaginer à 7 ou 8 ans, qui est en train de comprendre des mots un peu plus spécifiques qui vont déterminer un langage plus volumineux pour qu'il puisse être mieux équipé pour expliquer. Ben, le fait d'être mieux équipé, de connaître une langue au complet, par exemple, un adulte qui connaît une langue, une des grandes langues, on va parler dans l'exemple ici le français, ça se peut que lui aussi, cet adulte, soit pris dans les mêmes embûches que l'enfant. Il y a les embûches de... l'enfant qui ne sait pas c'est quoi la différence entre un chat et un chien, puis qui n'a pas encore créé cette catégorie-là. Exactement. C'est comment exprimer ce que c'est. Pas capable de l'expliquer dans des mots. Je veux dire, un enfant qui ne connaît pas la définition, qui ne connaît pas le mot pour expliquer... J'ai aimé, tu avais un exemple sur la démangeaison. Si tu voudrais peut-être nous l'expliquer. Ouais, quand j'étais jeune, j'avais eu les poux, puis ça me démangeait
Puis j'avais pas le vocabulaire. Tu sais, moi, j'ai grandi bilingue. Puis j'avais pas le vocabulaire pour dire ce que c'est piquer, gratter, démanger. Je connaissais pas ces mots-là, ni en français, ni en anglais. Alors, ça va en rapport le fait que j'étais bilingue. Puis, alors là, je me promenais dans la maison, puis je disais, ça fait mal, j'ai des gales. Tu sais, j'essayais de dire tous les mots que je trouvais qui ressemblaient aux mots piqués. Puis mes parents, ils comprenaient pas de quoi je parlais. Puis il a fallu qu'ils devinent que j'avais les poux. Puis après ça, ils m'ont expliqué c'était quoi que ça voulait dire. Ils étaient comme, ça a dû te démanger, ça a dû te piquer. Puis je disais, ben oui, c'est ça que je vous disais depuis 2 semaines, là, que ça me piquait puis que ça me démangeait. J'avais juste pas le vocabulaire pour l'exprimer. C'est sûr que je l'ai pas dit de cette manière-là. Mais ça arrive souvent chez les enfants qu'ils vont essayer d'exprimer quelque chose puis qu'ils n'ont pas le vocabulaire. Fait que ça fait en sorte qu'ils ont vraiment une barrière qui les empêche de dire ce qu'ils ont à dire. Ça, c'est un niveau un peu facile à conceptualiser. Que l'enfant, vu qu'il ne connaît pas le vocabulaire, il va lui manquer des outils. Puis on peut l'aider. Par contre, au point de vue adulte, ça nous arrive de vouloir d'expliquer des choses, ça nous arrive de vouloir transmettre notre émotion, notre situation présente qu'on est en train de vivre à quelqu'un et que la langue, potentiellement, aucune langue peut le faire. Je le suppose parce que je ne connais pas les finesses de chaque langue, mais on utilise encore une fois la langue française, ne pourrait pas décrire qu'est-ce qu'on veut expliquer à autrui en tant qu'adulte. On est quand même créatif, on a trouvé des solutions pour ça. Ouais, mais tu sais, c'est juste vraiment l'idée d'un langage communautaire. C'est pour essayer de transmettre de l'information d'un individu à l'autre, puis on est toutes des personnes fermées. J'ai toujours été obsédée par l'idée de pouvoir comme transmettre ce qu'il y a dans mon cerveau, dans le cerveau à quelqu'un d'autre pour pouvoir lui expliquer exactement c'est quoi que je veux dire quand je dis quelque chose. Mais c'est vraiment impossible de le faire parce qu'on est toutes fermées puis on a des expériences subjectives. Puis le langage, c'est vraiment juste un système de code communautaire que tout le monde connaît qui fait en sorte qu'on est capable de transmettre l'information de l'un à l'autre. Alors c'est sûr qu'il y a tout le temps des problèmes qui font en sorte que on n'est pas capable d'exprimer exactement la chose qu'on a dans la tête. Puis si j'étais pour l'expliquer, ça me prendrait... Il faudrait que je t'explique toute ma vie au grand complet pour que tu puisses comprendre exactement la finesse avec la... Encore là, moi je suis pas prêt à dire que je pourrais jamais comprendre. Parce que même si j'ai accès à ce que tu m'expliques, ton chemin de vie, que dans un contexte idéal, là, que tu me donnes accès à tes connaissances dans ton cerveau, on va y aller imager que je rentre dans ton cerveau et que je puisse vivre ton expérience, ça marchera pas. Parce que j'ai mon expérience à moi. Je suis moi, puis tu es toi. Tout ce que ça fait, c'est que j'ai accès à tes connaissances, mais c'est quand même moi qui ai accès à tes connaissances, et non je deviens ce que tu as vécu. C'est pas faisable un peu de porter tout ça. Tu avais mentionné. Parce que tu resterais toi. Exactement. Il faudrait que tu deviennes moi pour comprendre ce que moi je ressens. Puis franchement, j'ai l'impression que c'est pas possible. Parce que le langage, qui est une solution fonctionnelle à transmettre qu'est-ce qu'on a besoin, c'est exactement ce que c'est. C'est efficace dans le monde dans lequel on vit, à communiquer fonctionnellement. On regarde le monde des affaires ou le monde de l'école. On veut apprendre à des gens, on veut donner de l'information à des gens. Le langage, ça marche. De leur dire que c'est la meilleure façon, j'en suis pas convaincu. Puis de leur dire que c'est moindrement prêt d'avoir accès à une connaissance totale de ce que l'autre personne veut nous donner comme information. Je sais pas si on peut l'atteindre, ça, ce niveau-là. Mais il y a moyen de se rapprocher. Je pense que, oui, le vocabulaire, c'est quelque chose qui te permet de te rendre plus près. Mais on a beaucoup parlé d'art dans nos dernières conversations. Puis c'est là où je veux en venir. C'est souvent une bonne façon de s'exprimer. Si on n'est pas capable de s'exprimer à travers le langage, c'est d'utiliser de l'art. Puis là, je trouve ça intéressant avec comment on utilise la poésie, parce que la poésie, dans le fond, c'est exactement la même chose que le système du langage, sauf qu'on fait des créations, on crée des nouveaux sens à partir des mots qu'on utilise déjà. Puis, un bon exemple pour ça, c'est comme
le poème Ah, comme la neige a neigé, ma vitre est un jardin de givre. C'est très imagé. Puis, c'est sûr qu'il faut avoir des connaissances collectives, comme ce que c'est la givre, ce que c'est Oui, givre, mais en ce que même c'est temps, on prend pour le acquis que dans le poème, dans la poésie, la personne qui va recevoir le poème, c'est un peu comme le langage. On doit avoir une connaissance du langage pour pouvoir recevoir ce que le langage veut nous apporter. Si quelqu'un ne connaît pas un niveau fonctionnel du français parlé, tu peux pas dire à la personne, ben, tu me dois 5 $. Je veux dire, ça n'apporte rien, cette personne n'a pas de niveau fonctionnel. Donc, on va prendre pour acquis que cette personne a quand même un niveau d'expérience semblable, que cette personne qui lit le poème va aussi avoir vécu dans des situations humaines, dans le sens que un peu tout le monde est né dans une famille, ont eu l'accès à la famille. On prendrait pour acquis que tout le monde a un peu une certaine connaissance d'une société. Puis en tant que la majorité des humains, on va prendre pour acquis que oui, on a ces connaissances-là, mais où ce que ça l'apporte, c'est que ça nous apporte un autre lien, comme que je pense que ça allait expliquer, que la poésie, ça vient évoquer, et non la connaissance, mais une émotion, qui est comme un autre niveau. Ça amène une émotion, puis ça amène, ce qui est vrai, c'est un bon point, ça amène une émotion, ça amène une connexion personnelle, mais aussi ça amène la liberté de faire des constructions à partir de mots. Ouais, Fait, mais par exemple, la construction, c'est-tu de toi ou de moi? On va dire c'est toi qui me donne le mais une poème. construction linguistique, disons, si je dis la vitre est pleine de givre, il y a plein de givre sur la vitre. Dans ma ville. C'est pas aussi imagé. Tu peux pas deviner que c'est d'une grande beauté ce que je te décris. Ouais. Mais si je te dis ma vitre est un jardin c'est plein de fleurs, c'est très vivant. Ma vitre est un jardin de givre. Ça veut dire que ce que tu vois, c'est du givre qui est en forme de fleurs, qui est très beau, qui est très pictural, comparé à juste la phrase ma vitre est pleine de givre, qui n'est pas vraiment de la poésie. Ce qui est intéressant, c'est que Donc, les mêmes mots. La façon que tu vas percevoir, que tu vas t'imaginer ce poème-là, puis la façon que moi je vais m'imaginer ce poème-là va être de façon différente. Mais différente jusqu'à un certain point. Oui, t'as raison. Parce qu'ils vont quand même se ressembler parce que, vu notre prémisse de on prend pour acquis qu'on a. On a tous vu un jardin, on a tous vu du givre, on a tous vu une vitre. Tout c'est gros. Ben, toi et moi, vu qu'on vit au Canada, puis que nos hivers peuvent être longs et ardus et froids. Vu que les deux, on a vécu ça, je peux m'attendre à ce que quand je dise ma vitre est un jardin de givre, tu puisses comprendre que ce que je veux dire, c'est que ma vitre était très belle. Puis que je trouve ça. C'est ça. Que c'était très beau. Tandis que si je disais juste ma vitre est très belle, ma vitre pleine de givre est très belle, ça t'emmènerait pas la profondeur, ça t'emmènerait pas la description et la profondeur de juste ce petit vers-là du poème. Puis en fait, ouais, c'est un autre niveau. J'ai trouvé la définition de poésie sur Larousse. Puis ça dit que c'est un art d'évoquer, de suggérer les sensations, les impressions, les émotions les plus vives par l'union intense des sons, des rythmes, des harmonies, en particulier par les vers. Puis en fait, on a utilisé le mot un peu à travers du dernier 5 minutes de conversation, le mot création. La poésie nous amène à un autre niveau que le langage comme tel, cartésien soit-il, ne peut pas nous donner. C'est beau parce que du latin, le mot poésis, qui est d'où le mot poésie est tiré, veut dire création en latin. Donc, on pourrait supposer que la poésie, c'est un nouveau niveau de communication verbale. Oui, puis c'est la même chose pour n'importe quelle forme d'art. C'est toute la création, c'est quelque chose qu'on base sur un de nos sens. Puis, je trouverais que ce serait encore plus intéressant si le mot poésie voudrait dire construction. Parce que je trouve que ce serait un mot qui serait plus représentatif. Tu fais des nouvelles constructions, tu fais des nouvelles significations à partir des mots qui sont déjà existants. À part si... c'est qui encore là l'orignal éporniable?
Oh, je connais pas celle-là. C'est un poète, en tout cas, je me rappelle plus vraiment c'est qui, qui avait fait des poèmes basés sur juste des sons. Puis je trouvais ça très intéressant. Quand que, on parle de mots, puis qu'on parle de transférer un peu les connaissances aux gens, moi honnêtement, ça m'épate de la façon qu'on peut apporter les informations à quelqu'un. On a discuté de la façon que on va se créer un peu les théories, mais c'est intéressant de voir que d'un point de vue neurologique, la façon que le cerveau fonctionne pour développer les théories. Puis ici, je veux dire, quand on parle de langage, on va s'entendre que le langage, le son, va sortir de la bouche de quelqu'un. Ben, en fait, même pas. Ça peut être un bruit sur une table, tapement de main. C'est une onde sonore qui va traverser dans un médium. Dans le cas le plus commun, c'est l'air. Euh, Puis, une fois qu'il a traversé ce médium, il va rentrer dans l'oreille. On n'a pas besoin de rentrer dans les détails de ce qui se passe dans l'oreille, mais à la finalité de l'oreille, sa job un peu, c'est de convertir les vibrations qui sont physiques en, en impulses nerveux, en espèce de choc électrique. Donc, on vient de vraiment convertir le message. Le son devient plus un son. À la base, c'est surprenant même qu'on est capable de l'analyser. Puis, la façon que la cochlée fonctionne à l'intérieur de l'oreille, il y a plein de différents endroits qui vont coder pour différents sons. Et chacun de ces sons, en fait, si on parle d'un mot, d'un vocabulaire ou d'une phrase, d'une sirène d'un camion de pompiers, ben, la fréquence de, j'utilise un chiffre de 1000 Hz dans l'oreille, va seulement déclencher quand que la fréquence de 1000 Hz va être atteinte. Même si elle est atteinte 8 fois, elle va déclencher 8 fois de succession. Mais ça dit rien sur, on prend la sirène de pompier là, qui devient de plus grave à plus aigu, ça dit rien sur tous les autres nerfs qui ont passé à côté. Le nerf qui va déclencher à 1000 Hz ne sait pas si le nerf à côté va avoir déclenché. Il n'y a aucune idée. C'est juste, ah oui, moi j'ai du son. Non, j'ai pas de son. Donc on se retrouve vraiment à une situation de oui et de non. Puis de pouvoir rapporter ça au niveau cérébral, c'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant toutes les comparaisons qui doivent avoir lieu de oui et de non. Parce qu'au système nerveux, c'est complètement ça que c'est. C'est seulement du oui et du non. Ça nous amène à comprendre que, un peu comme en informatique, c'est l'espèce de binaire en informatique, le 0 et le 1. C'est techniquement ça, c'est un oui ou un non, comme le système nerveux le fait. Comment, par contre, est-ce que un oui et un non comparé entre lui, qui va créer en soi des nouvelles théories? On revient ici encore avec le processus de langage. L'enfant, il va entendre plein de mots. Puis il va se faire des oui ou des non, il va se faire des théories, il va confirmer ses théories. Il va déterminer si jamais ça. Ben en fait, si les observations sont répétitives, il compare en soi, et merci, bonsoir, on se crée une nouvelle théorie. Même principe avec l'oreille. On va entendre par exemple telle série de fréquences, encore, et encore, et encore. On prend bébé, le mot. Ben oui, le mot du début. On entend bébé, puis bébé, puis bébé, puis bébé. À force de l'entendre, il y a une régularité qui se crée. Le cerveau, il va faire des liens entre les synapses. Il y a je peux pas dire une infinitude, mais il y a des millions de liens entre les nerfs, entre les dans le système nerveux du cerveau. Et puis, c'est ces liens-là qu'à force de se faire entendre et entendre et entendre, les liens vont se renforcer. C'est de même qu'on peut un peu développer notre langage. C'est vraiment juste pour se centrer sur le langage ici. On pourrait parler de système visuel. C'est le même genre de principe. Mais c'est comme ça qu'on fait pour apprendre, dans le fond. Mais en fait, quand on apprend, est-ce que c'est seulement le cerveau qui fait la job? Parce que le cerveau, lui, il fonctionne avec le oui et le non, la comparaison. Si jamais moi je suis une cellule nerveuse, puis je reçois mon seuil de input, puis aussitôt que j'atteins ce seuil,
on s'entend, il va y avoir des influx qui vont être positifs, des influx qui vont être négatifs. Et aussitôt que je vais atteindre ce seuil, peu importe ça venait de où, peu importe ça venait de qui, je vais lancer, moi, mon potentiel d'action. Je vais lancer mon prochain message, je vais dire, ouais, j'ai reçu. Même si on prend 100 personnes en avant de nous, puis on essaie de le comparer comme ça. J'ai 100 personnes en avant de nous, puis on est tous un peu connectés par message texte. Puis chaque personne me dit soit oui, soit non. Peu importe qui va donner quoi, aussitôt que j'atteins, on va dire 50%, aussitôt que j'atteins 50% plus 1, donc 51 des personnes qui vont me dire oui, peu importe c'est qui m'a dit oui, moi je vais faire alright, cool, moi je vais dire oui à mon prochain. Ben oui, c'est ça le potentiel d'action, mais dans le fond, l'idée de l'apprentissage, ce serait vraiment basé sur un fait de comment est-ce que tu fais pour comprendre ces informations-là. Parce que oui, l'information rentre dans ton cerveau. Puis là, rendu là, qu'est-ce que tu fais avec cette information-là? On sait que après avoir été utilisée, l'information va être stockée quelque part dans ta mémoire. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on peut prendre ça, on peut le mettre dans un filtre, disons, puis pouvoir filtrer l'information, puis pouvoir faire comme ah, ok, c'est ça que ça veut dire. Puis maintenant que je l'ai appris, je vais le classifier puis le mettre quelque part dans ma mémoire. Ben, en fait, c'est. Je pense que où ce que tu veux en venir, c'est l'expérience consciente. Je suis pas certain. Ben, c'est juste l'idée de l'apprentissage. Comment est-ce que tu pourrais faire pour comprendre tes stimuli si c'est juste des stimuli, si c'est juste des oui et des non, c'est juste plein d'informations. Comment est-ce que tu fais pour faire du sens avec ça? En fait, à la base, c'est l'objectif du cerveau, à mon avis, et du corps humain, c'est juste d'être assez bon. Comme que je le mentionne depuis le tout début, c'est d'être fonctionnel. Donc, il va vouloir créer un sens dans le but d'être fonctionnel. Il n'y a pas besoin de savoir c'est quoi le vrai sens. Mais quand on est exposé à des stimuli, le langage, à force d'en avoir, on a besoin de se créer un sens parce que ça ne sert à rien si on ne crée pas de sens. À ça. Ça sert à rien aussi de prendre tout en considération, tous les stimuli que tu reçois. Si tu étais en train d'écouter tous les stimuli que tu entends ou de regarder tous les stimuli que tu reçois, ce serait impossible d'en faire du sens parce qu'il y a tellement de choses qui se passent en même temps, puis ta mémoire, elle fonctionne, puis ton sens, tes systèmes de l'émotion, puis tout ça, c'est tout en fonction en même temps. Alors, comment est-ce que tu pourrais faire pour filtrer toute cette information-là, puis en faire du sens? J'aimerais ouvrir une nouvelle porte ici, avec cette phrase-là que tu viens de dire. Jusqu'à ce que je le mentionne, tu y penseras pas, mais je veux dire, t'as des bas. Puis, là, je l'ai dit, je sens mes pas sur mes pieds. Qu'est-ce qui explique l'espèce de. Où la lumière de notre conscience va aller? Qu'est-ce qui va expliquer sur le fait que là, nos bas sont là, puis ils sont. Ah, nos chaussettes. Ok, je comprenais pas ça. Non, mais je comprends c'est quoi des chaussettes, là, mais c'est juste. Je comprends c'est quoi des bas, c'est juste que j'avais pas compris ce que tu disais. Des bas sur les pieds sont là, bien. Techniquement, il y a toujours l'influx nerveux qui est là. Quand on marche, surtout quand on est en mouvement, c'est certain qu'il va y avoir la friction, puis les impulsions vont arriver, les impulsions, en fait, le message de il y a une pression que nous, on connaît à travers nos mémoires, en tout cas pas. Le message d'avoir les pas là est toujours envoyé au cerveau. Mais pourquoi est-ce que quand on n'en parle pas, ou quand on les touche pas, ou qu'on les voit pas, ou qu'on n'est pas en train de gosser directement avec nos pieds, on n'y pense plus, les pas n'existent plus. C'est complètement ça que c'est, il n'existe plus